Top. Bonjour, nous voici de nouveau réunis aujourd'hui pour un temps de réflexion sur les démarches administratives pour les frontaliers franco-suisses. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est très souvent abordée lors des rendez-vous avec mes clients, qui est comment est calculé l'impôt et sur quel levier est-ce que je dois appuyer en premier pour faire baisser mon impôt de frontalier. Pour que nous ayons des explications précises, j'ai demandé à mon partenaire Fabrice Bailly de chez AXA Prévoyance et Patrimoine de nous faire une petite présentation de la fiscalité du particulier, comment se calculent vos impôts. Et voici, merci à toi Fabrice d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Merci pour l'invitation Caroline, ça me fait très plaisir de pouvoir intervenir sur ce sujet qui est toujours un petit peu compliqué en tout cas à percevoir pour nos clients, les tiens comme les miens. Donc on va essayer aujourd'hui assez rapidement, en une vingtaine de minutes, de dégrossir en tout cas ce sujet, puis surtout de donner quelques clés de compréhension et d'optimisation fiscale pour les uns et les autres. Je vais juste, en préambule, peut-être avant de démarrer, me présenter, puis présenter mon cabinet d'assurance. Donc, je travaille au sein du groupe AXA en tant qu'indépendant. Je suis agent général installé sur Pontarlier depuis bientôt 4 ans maintenant et spécialisé dans une branche peu connue d'AXA, c'est la branche prévoyance et patrimoine. On va surtout vous accompagner sur toutes vos thématiques patrimoniales, optimisation fiscale, transmission du patrimoine, optimisation des revenus, placement immobilier, et puis j'interviens aussi beaucoup avec les indépendants professionnels, chefs d'entreprise pour leur prévoyance, leur protection sociale, la retraite et puis la santé. Voilà, beaucoup de sujets qu'on peut traiter ensemble. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la fiscalité. Donc, je vous ai préparé quelques supports pour que vous puissiez vous y référer et suivre un petit peu mon intervention, parce que c'est toujours des sujets un petit peu techniques et pas toujours faciles de compréhension. Et je te propose, Caroline, qu'on rentre dans le vif du sujet et puis que j'attaque la présentation avec un premier slide qui va vous permettre de comprendre tout le cheminement qui mène au calcul exact de l'impôt que vous avez à payer. Ce cheminement, c'est lui qui va nous guider durant cette présentation et puis on va suivre ces différentes étapes pour essayer de bien vous les détailler, vous les expliquer et surtout vous expliquer les enjeux dans chacune des étapes du calcul de l'impôt. Alors, comme vous le voyez, comment on calcule l'impôt en France? Tout d'abord, on va recenser l'ensemble des revenus du foyer, ce qu'on appelle les revenus catégoriels. Je vais revenir sur cette notion de revenus catégoriels. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aussi pouvoir indiquer un certain nombre de déficits en phase de mes revenus catégoriels de l'année, ce qui va me permettre d'obtenir ce qu'on appelle le revenu brut global. De ce revenu brut global, je vais pouvoir déduire un certain nombre de charges déductibles. Je vous ai préparé un petit tableau, on les détaillera, ces charges déductibles. Elles sont importantes parce qu'elles interviennent assez haut dans le calcul de l'impôt. Je veux dire qu'elles ont un impact sur votre fiscalité qui est quand même très intéressant et qui vaut le coup d'être connu et bien maîtrisé. Quand j'ai imputé ces charges déductibles, j'obtiens ce qu'on appelle le revenu net imposable, que vous voyez sur vos avis d'imposition. Et c'est ce revenu net imposable on va lui appliquer le quotient familial. Je reviendrai sur cette notion du quotient familial, c'est quoi, comment ça fonctionne, et puis auquel on va le soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Parce que je rappelle qu'en France, on a un barème qui est progressif et tous nos revenus ne sont pas taxés de la même façon. Ça va nous donner ce qu'on appelle les droits simples ou un impôt théorique à payer. Et puis, il nous reste une dernière étape avant vraiment de connaître combien d'impôts on doit payer à l'administration fiscale. Cette dernière étape, ça va être celle où je vais pouvoir indiquer au fisc un certain nombre de réductions ou de crédits d'impôts auxquels j'ai le droit en fonction des investissements, des dons, d'un certain nombre de choses que j'ai pu faire dans l'année. Voilà pour le cheminement global. Je vous propose qu'on passe sur la première étape, c'est quoi les revenus catégoriels, l'ensemble des revenus du foyer qui vont être pris en compte par l'administration fiscale. Donc, vous retrouvez sur ce slide, vous voyez deux couleurs, puisqu'il y a deux grandes familles, on va dire, de revenus catégoriels. Il y a les revenus catégoriels qui sont ceux d'activité,
ça va être votre salaire. Si vous êtes salarié en France ou en Suisse, vous avez un salaire à déclarer. Si vous êtes retraité ou si vous êtes en invalidité, ça va être une pension que vous allez déclarer. Et puis, pour ceux qui sont indépendants à leur compte et qui ne sont pas en société, eux, ils vont déclarer le bénéfice qu'ils ont réalisé durant l'année au titre du BIC, bénéfice industriel et commercial, au titre du BNC, les bénéfices non commerciaux, au titre du bénéfice agricole, le BA. Donc, tout ça, c'est des revenus d'activité qu'on va déclarer. Et puis, on doit y adjoindre d'autres formes de revenus, c'est tous les revenus que m'a généré mon patrimoine. On va retrouver dans cette partie-là ce qu'on appelle les revenus mobiliers. Alors, les revenus mobiliers, c'est assez simple, hein, c'est les intérêts que vous avez pu percevoir au cours de l'année sur les différents livrets bancaires que vous possédez. Ça peut être des dividendes que vous ont procuré un certain nombre d'actions que vous aviez décidé d'acheter. On va retrouver aussi vos revenus immobiliers ou revenus fonciers. J'ai acheté un appartement, je l'ai mis en location sur Frontalier, il me génère un certain nombre de revenus dans l'année. Il va bien falloir déclarer ces revenus-là à un moment. Sachant que sur cette partie, attention, ça peut être aussi du déficit au niveau immobilier. Je reviens sur l'achat de mon appartement. J'ai acheté mon appartement, c'était au mois d'août de cette année à Pontarlier. J'ai fait 30 000 € de travaux parce qu'il fallait faire la cuisine, la salle de bain, etc. Je l'ai finalement mis en location qu'à partir du mois d'octobre pour 1 000 € de loyer par mois. Il m'a généré 3 000 € de loyer, mais je vais pouvoir déduire mes 30 000 € de travaux que j'ai réalisés cette année. Donc là, ce n'est pas des revenus que je vais avoir, ça vient d'être un chiffre négatif, un déficit qui va venir s'imputer sur le reste de mes revenus. Et puis, on a également les calculs des plus-values mobilières. Donc, j'ai acheté des actions, je les ai revendues. Je les ai revendues plus cher que ce que je les avais achetées. Il y a eu une plus-value. Cette plus-value, je vais devoir, elle aussi, l'inscrire dans ma déclaration d'impôt et dans la partie des revenus catégoriels. Voilà pour cette première partie. Oui, Caroline. Oui. Alors, que je comprenne bien, en rose clair, on a les revenus du patrimoine. En rose foncé, on a les revenus du travail, quelque part. Exactement, d'activité ou conséquences d'activité comme la partie retraite. D'accord. Et on est d'accord qu'on peut avoir des revenus négatifs. C'est le cas des pertes dans le cas des indépendants et c'est le cas des déficits immobiliers. Exactement. Je pense à, je ne sais pas, mettons-nous dans la peau d'un restaurateur qui cette année a subi de plein fouet les 2 périodes de confinement. Il a fait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Pour autant, il a eu des charges en face. Il fallait continuer à payer le loyer, continuer à rembourser les crédits, payer ses charges sociales, éventuellement les salariés. Peut-être que cette année, il n'y aura pas de bénéfice, il y aura une perte au niveau de l'activité. Cette perte, elle va venir s'imputer au niveau du foyer fiscal. Imaginons que ce restaurateur, il est marié avec une dame qui est salariée, qui a 30 000 € de revenus annuels. La perte qu'a générée l'activité professionnelle va venir en déduction des salaires de madame. Si j'ai eu une perte de 10 000 € cette année, madame a 30 000 € de salaire, finalement, on va être taxé que sur 20 000. D'accord. Alors, juste une petite précision derrière sur la partie des revenus imposables. Je vous rappelle qu'automatiquement, l'administration fiscale ne va pas vous taxer sur 100% de vos revenus d'activité, hein, mais vous allez avoir une déduction forfaitaire automatique si vous ne faites pas d'autres choix qui va être de 10%. Je veux dire, si j'ai eu 50 000 € de revenus dans l'année, je suis salarié, j'ai 50 000 € de revenus, je ne vais pas être taxé sur 50 000, je vais être taxé sur 90% de ces 50 000, donc sur 45 000 € réellement. Ça, c'est si je laisse le système des impôts se faire automatiquement, mais j'ai quand même une option, moi, pour me mettre à ce qu'on appelle aux frais réels. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que Caroline, tu as déjà fait une petite vidéo sur la partie des frais réels, où tu as expliqué exactement le mécanisme et puis tout ce qui rentre dans les frais réels. Je vous propose de vous y référer, puis de surtout, les uns les autres, bien regarder l'intérêt pour vous ou non, d'une année sur l'autre, d'opter pour les frais réels ou de conserver la déduction forfaitaire de 10%. Ça peut être plus avantageux dans un sens ou dans l'autre. Quand j'ai pris donc tous mes revenus catégoriels, que j'ai imputé mes déficits, que j'ai imputé cette petite déduction forfaitaire, j'obtiens ce qu'on appelle le revenu brut global. Tous les revenus ont au minimum une déduction forfaitaire de 10%, y compris par exemple les revenus du chômage, des allocations chômage, mais y compris aussi les pensions retraite. Il y a de toute manière un abattement forfaitaire de 10% qui s'applique. Tout à fait. Encore une fois, là-dessus, vous avez théoriquement rien à faire, hein, puisque l'administration fiscale doit vous faire le calcul automatiquement. Tout seul.
Alors, on vous a mis sur le slide suivant un petit exemple d'avis d'imposition pour cette première partie des revenus catégoriels et qui nous amène au revenu brut global. Vous voyez que là, on a l'exemple d'un foyer fiscal avec des revenus de 52 427 euros. Ça, c'est les revenus d'activité, puis auxquels on ajoute encore un certain nombre d'autres revenus ou de déficits. Là, on a des revenus mobiliers pour 22 euros, donc sans doute des intérêts d'un petit compte sur livret. Et puis, on voit des revenus fonciers qui sont négatifs. Là, on a un déficit foncier cette année-là, donc sans doute un foyer fiscal qui a perçu moins de loyers que ce qu'il y a eu en charge en face de ce bien locatif. Donc, ils viennent en déduction, ces revenus fonciers nets, donc moins 1831, ce qui vient rabaisser un petit peu le revenu brut global. On a terminé cette première étape, on est arrivé au revenu brut global. La deuxième étape pour le calcul de l'impôt, ça va être la possibilité de déduire de mon revenu brut global un certain nombre de charges qui sont déductibles. Ces charges déductibles, on va les retrouver. Donc ça, c'est un petit tableau que vous allez retrouver tout au long de la présentation. Vous en aurez une synthèse sur le dernier slide, vous verrez. Tout ce qui va être déduction, réduction d'impôt, crédit d'impôt, etc., sachez que tous ces avantages fiscaux, on peut les classer dans 4 grandes catégories. La première catégorie, ça va être tout ce qui va être attrait aux aides fiscales liées à la famille. On a une deuxième partie catégorie qui sont les aides fiscales liées à tout ce qui est dons, cotisations ou souscription de produits financiers. On a une troisième catégorie, c'est les aides fiscales liées aux personnes qui sont dépendantes. Et puis enfin, on va avoir toutes les aides fiscales liées à l'immobilier. On reviendra dessus tout à l'heure, notamment du Pinel, des choses comme ça. Donc tout ce qui est aide fiscale liée au logement. Et donc pour les charges déductibles du revenu brut global, elles sont relativement limitées finalement. Il n'y en a pas tant que ça. On a d'abord, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire à ce niveau-là de mon avis d'imposition? Ça va être toutes les pensions alimentaires. Donc pension alimentaire à l'ex-épouse notamment, ou l'ex-époux. Et puis, éventuellement, pension alimentaire que je verse à un de mes enfants, voire même à un de mes ascendants. J'ai mon papa qui est en maison de retraite, qui est âgé, etc. Ça lui coûte cher, il n'a pas beaucoup de revenus. C'est moi qui l'aide à payer ses charges. Je vais pouvoir déduire une pension alimentaire de mon avis d'imposition. Je vais aussi pouvoir déduire éventuellement les frais d'accueil d'une personne âgée que j'accueillerai à mon domicile. Et puis, deux autres charges déductibles qui sont très importantes sur notre secteur, qu'il faut, un, pas oublier, puis deux, parfois utiliser. D'abord, c'est les cotisations CNTFS, et ça, on voit encore des frontaliers qui oublient de déduire leurs cotisations CNTFS. Je vous rappelle que c'est des cotisations quand même qui sont importantes, c'est un coût pour vous important, mais l'administration fiscale accepte bien entendu que vous déduisiez cette charge-là de votre revenu qui sera imposable. Et puis ensuite, on a les cotisations retraite. Donc, si vous décidez de faire de l'épargne en vue de votre retraite via les différents dispositifs que l'administration fiscale a mis à votre disposition, tous ces montants que vous versez sur vos contrats retraite individuels, vous allez pouvoir les déduire là aussi de votre revenu brut global. Donc, ces contrats retraite, on a depuis octobre 2019 les nouveaux contrats PER qui sont sur le marché et qui sont très prisés. C'est vrai que c'est des produits qui sont avantageux fiscalement et puis extrêmement souples en termes de gestion, de versement et même de sortie au moment de la retraite, puisqu'on peut sortir en capital. On a les anciens contrats Madelin pour tous ceux qui sont indépendants à leur compte. Et puis, on a aussi les anciens contrats PERP qui sont toujours, alors qu'on ne peut plus commercialiser, mais pour ceux qui avaient pris soin d'en ouvrir par le passé, ils sont toujours intéressants fiscalement et vous pouvez continuer à les abonder, à les utiliser, à verser dessus et puis à bénéficier de l'avantage fiscal que ça procure. Donc voilà pour la première partie d'optimisation fiscale, je veux dire les premiers outils qu'on a à notre disposition pour baisser un petit peu notre revenu imposable. Je voulais juste revenir. Vas-y, Caroline. Je voudrais juste revenir sur les pensions alimentaires qui sont versées soit à un enfant, soit à un parent, et dire qu'il y a quand même des règles qui sont extrêmement précises, auxquelles on ne peut pas déroger. Il y a à la fois des règles sur les revenus de la personne à qui on verse une pension. Il y a une règle qui dit qu'il faut que la personne soit détachée quand même de notre revenu fiscal. On ne peut pas verser une pension alimentaire à quelqu'un qui fait déjà partie de notre revenu fiscal. Et puis, les liens de filiation doivent être avérés. Donc, on a précisé de toute façon tous les outils qu'on va avoir d'optimisation fiscale aujourd'hui, et je peux revenir d'ailleurs sur la partie
épargne retraite, à chaque fois, chacun de ces outils-là a ses avantages, mais aussi ses contraintes, et puis son propre mécanisme avec un certain nombre de garde-fous. Je ne vais pas pouvoir toujours déduire exactement la totalité de ce que je voudrais déduire. Il faut les connaître. Par exemple, sur l'épargne retraite, je n'ai pas le droit de verser plus de 10% de mon revenu net annuel sur un contrat d'épargne retraite. C'est déjà important de verser 10% de son revenu annuel net, mais sachez qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne va pas rentrer dans le niveau de détail de chacun des avantages fiscaux. Là, vous pouvez revenir vers nous, Caroline et moi, pour qu'on vous l'explique. Et sachez qu'effectivement, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Sur ce slide, on va retrouver deux exemples de foyers fiscaux un petit peu différents où vous voyez des charges qui sont déductibles et qui ont été déclarées dans les avis d'imposition. Donc, sur le premier foyer fiscal, on voit qu'il y avait une pension alimentaire de 2 867 €. Et puis, déductions diverses, quand vous voyez déductions diverses, en général, à 99%, ça va être les cotisations CNTFS. Donc là, on a un foyer qui a des cotisations annuelles de 7 938 € qui viennent en déduction du revenu. Donc, ça nous fait des charges déduites ici de 14 250 €. Et puis, sur le tableau du bas, un autre exemple de foyer fiscal, un foyer qui avait 83 340 de revenus bruts global et puis qui a déduit un certain nombre de choses. Là aussi, on a des déductions diverses, donc des cotisations CNTFS pour 2 452 €. Et puis, on voit que les deux membres du foyer, déclarant 1 et 2, donc monsieur et madame, pour faire simple, ont chacun pris soin de verser un petit peu d'argent sur des contrats d'épargne retraite durant l'année. Chacun à peu près 100 € par mois, ça nous fait dans les 1200, 1300 € à la fin de l'année. Chacun vient déduire aussi ça de son revenu. Donc, d'un revenu brut global qui allait être taxé de 83 350 €, j'ai un certain nombre de déductions qui interviennent pour un peu plus de 5 000 €. Donc, je vais être taxé finalement sur 78 000 € au lieu de 83 000. J'ai aussi quelques clients qui sont des anciens militaires et dans les déductions diverses, il y a aussi le rachat de leur pension militaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on vient de terminer cette deuxième étape qui nous a permis d'arriver à ce qu'on appelle le revenu net imposable que vous retrouvez sur votre avis d'imposition. Et c'est lui qui va être soumis à la fois au quotient familial et puis au barème proportionnel de l'impôt sur le revenu. Là, on va rentrer dans une partie un tout petit peu plus technique. Je vais essayer de bien vous expliquer le calcul, comment ça fonctionne. C'est ce calcul-là qui va vous donner quasiment le montant de votre impôt à payer. Donc, c'est bien de comprendre le mécanisme. Puis aussi de comprendre qu'il y a un avantage fiscal à avoir des enfants, des demi-parts supplémentaires, mais que c'est un avantage fiscal qui est quand même plafonné. Là aussi, je ne peux pas déduire autant que je le souhaiterais finalement. Alors déjà, avant de vous parler du quotient familial et comment ça le calcule, il faut connaître au sein de vos foyers le nombre de parts fiscales. Là, je vous ai fait un petit tableau pareil de synthèse des différentes parts. Je vous rappelle que si vous êtes célibataire ou si vous êtes en concubinage, chacun fait une déclaration séparée et va avoir une part au sein de son foyer fiscal. Si vous décidez de vous marier ou de vous paxer, vous allez vous retrouver à 2 dans la déclaration et on va vous compter 2 parts fiscales. Et puis ensuite, pour toute personne à charge supplémentaire que vous rattachez au foyer fiscal, ça peut être des descendants, donc vos enfants, ça peut être aussi éventuellement un ou des ascendants, des parents qu'on décide de rattacher au foyer fiscal. Les 2 premières personnes qu'on rattache au foyer fiscal vont chacune être comptabilisées comme une demi-part. Et puis à partir de la 3e personne à charge, ça va être une part pleine. Ça veut dire quoi? Je suis un couple marié, j'ai 2 enfants à charge. Mes 2 enfants vont me compter chacun une demi-part chacune. Donc ça veut dire qu'à eux 2, ils font une part. Plus les 2 parts des enfants, ça veut dire 3 parts. Couple marié avec 2 enfants, ça fait 3 parts. Et si le couple marié a un 3e enfant, ce 3e enfant, lui, va compter comme une part pleine. Donc, on va passer à 4 parts pour le foyer fiscal pour un couple marié avec 3 enfants. Et puis, je vous rappelle également la règle pour les parents isolés, donc les personnes qui élèvent un enfant seul, vous avez une petite bonification d'une demi-part. Donc, je suis seul à élever mon enfant. Mon enfant va bien me compter une demi-part, mais moi, au lieu de compter une seule part, je compte 1,5, ce qui va faire 2 parts pleines pour ce foyer. Et moi, je vais aussi insister pour certains clients en parlant aussi de la demi-part lorsqu'on a une reconnaissance d'invalidité, qu'on a la carte mobilité inclusion aussi, puisque j'ai repéré que les frontaliers ne font souvent pas la démarche de faire reconnaître leur handicap en France, tout simplement parce qu'ils sont à l'AI en Suisse et qu'ils pensent que ça leur suffit. Mais en fait, pas forcément, puisque
lorsqu'on a la reconnaissance d'adultes handicapés grâce à la carte mobilité inclusion, on a aussi une demi-part supplémentaire. Et soyons clairs, ça fait généralement du bien aux impôts parce que si je comprends bien, plus on a de personnes dans la famille ou plus on a de parts, plus le quotient familial est bas. Et le quotient familial, si je suis la démarche, va servir de calcul pour les impôts. Et donc, moins on paye d'impôts. Donc, on a tout intérêt à augmenter son nombre de parts. C'est volontaire socialement. Hein. Ouais. Donc, Tout à fait. Bah, tu es déjà rentré dans l'étape suivante, en fait. L'étape suivante, c'est quoi? On a calculé dans les toutes premières étapes ce qu'on appelle le revenu net imposable. Hein, on l'a vu ensemble. Et puis là, on vient de calculer le nombre de parts qu'il y avait au sein du foyer. Ben, ce revenu net imposable, je vais le diviser par le nombre de parts. Et c'est ça qui va me donner ce qu'on appelle le quotient familial. Alors, prenons l'exemple d'un foyer qui a 100 000 euros de revenus annuels. Et puis, on a affaire à un couple marié avec 2 enfants. Couple marié avec 2 enfants, ça veut dire 3 parts. Ben, 100 000 euros de revenus imposables divisé par 3 parts, ça va me donner un quotient familial de 33 333 euros. Et c'est ce quotient familial-là que je vais appliquer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle que l'impôt sur le revenu en France, ben, vous avez des tranches. Et puis, on ne va pas être taxé de la même façon en fonction de ses revenus. Jusqu'à 10 000 euros de revenus, ben, il n'y a pas de taxation. Entre 10 000 et 25 660 euros, on est taxé dans la nouvelle tranche qui est à 11%. Désormais, avant, c'était une tranche qui était à 14%. Maintenant, on va être taxé à 11% pour les revenus compris dans cette tranche-là. Et puis, tous les revenus qui vont dépasser les 25 660 euros vont être taxés à 30%. Puis, j'ai après d'autres tranches encore à 41%, à 45%. Dans mon exemple, j'avais obtenu un quotient de 33 333 euros. Ça veut dire que j'ai 10 000 euros qui sont non taxés. J'ai entre 10 000 et 25 000 euros, donc 15 000, un peu plus de 15 000 euros qui vont être taxés à 11%. Et puis, entre 25 000 et mes 33 333 euros, je vais être taxé à 30%. Si je fais l'addition de tout ça, ça nous donne un impôt de 4 017 euros. 4 017 euros, attention, là, j'ai fait mon calcul pour une part, puisque j'ai divisé par le nombre de parts. Donc maintenant, il faut que je remultiplie par les parts que j'avais au niveau du foyer. Donc théoriquement, mes 4 017, si je les remultiplie par mes 3 parts, je vais arriver à 12 000, un peu plus de 12 000 euros, 12 051 euros pour ce foyer fiscal. 100 000 euros de revenus, 3 parts, j'applique le quotient, j'y soumets au barème d'impôt sur le revenu, je remultiplie par mon nombre de parts et j'ai mon impôt théorique qui serait, dans mon exemple, de 12 051 euros. Alors, si c'était aussi simple que ça, ce serait facile. Mais il y a une petite quand même astuce, et l'administration fiscale a souhaité finalement limiter l'avantage fiscal que va vous procurer toutes les demi-parts supplémentaires au sein de votre foyer. Comment ça fonctionne? Ben, chaque demi-part supplémentaire finalement ne va pas pouvoir vous donner un avantage fiscal de plus de 1 567 euros. Dans mon exemple, j'avais 2 demi-parts supplémentaires parce que j'avais 2 enfants. Ces 2 enfants, ils ne vont pas pouvoir me procurer un avantage fiscal de plus de 3 134 euros. Alors, comment je fais pour savoir comment ça va fonctionner? Ben, finalement, je refais tout mon calcul de quotient, mais cette fois-ci, je vais raisonner sans mes enfants. J'avais un foyer avec un couple marié, 2 enfants, 100 000 euros de revenus. Donc, j'avais fait mes 100 000 euros divisé par 3 pour obtenir mon quotient. Je vais faire exactement le même calcul, mais cette fois-ci, je vais considérer qu'il n'y a plus d'enfants. Je vais prendre mes 100 000 euros de revenus et je vais diviser uniquement par mes 2 parts de monsieur et de madame. Ça me donne un quotient de 50 000 euros. Ces 50 000 euros, ben, je les resoumets au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec les différentes tranches. J'obtiens l'impôt pour une part que je remultiplie cette fois-ci par 2. Et là, j'aurais eu un impôt théorique finalement sans enfant à charge dans mon exemple qui aurait été de 18 034 euros. Si je n'avais pas eu d'enfant, on aurait eu 18 000 euros d'impôt à payer. Quand je fais le calcul avec le barème progressif de l'IR et puis mes 3 parts, mes 2 enfants, j'aurais eu théoriquement 12 051 euros. Ben, c'est quoi l'impôt que je dois réellement payer? Finalement, la vérité des prix est un petit peu entre les deux. Je prends mes 18 000 euros comme si je n'avais pas d'enfant et puis je vais y soustraire mes 2 fois 1 567 euros d'avantage fiscal, donc mes 3 134. Et finalement, ce foyer-là, réellement, en impôt à payer, il aura 18 034 moins les 3 134, 14 900 euros d'impôt. Donc, on est un petit peu entre les 12 000 euros que j'aurais eu d'impôt théorique en tenant compte de toutes mes demi-parts d'enfants et puis mes
mais 18 000 euros si je n'avais pas eu d'enfant à charge, quoi. Donc, on voit bien le mécanisme ici de plafonnement de l'avantage fiscal lié au quotient familial. C'est un petit peu technique, mais ça explique aussi pourquoi certains, quand ils font leur calcul de l'impôt qu'ils auraient théoriquement à payer avec les enfants, ils se retrouvent en décalage. Ils disent ben non, normalement, j'aurais payé moins d'impôts, finalement, je paye plus. Ben oui, parce qu'il y a le plafonnement de l'avantage fiscal du quotient familial qui entre en jeu. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut toujours systématiquement refaire les calculs bien précis lorsqu'on détache un enfant majeur ou un enfant étudiant généralement, pour vérifier si en versant une pension alimentaire, on n'a pas plus d'avantages fiscaux que quand on garde de sa part. Parce que ça, c'est des choses que les parents se posent. Les parents se posent beaucoup comme question. Et en effet, le calcul qu'on vient de voir est relativement complexe et il n'y a pas d'autre choix que de le refaire en fait, systématiquement. Ouais, ouais. Alors maintenant, c'est vrai que sur le site des impôts, on peut faire quand même un certain nombre de simulations, etc. Nous, on a aussi des outils à notre disposition pour le faire. C'est assez simple de rentrer les données puis de voir l'impact. Effectivement, est-ce que ça vaut le coup que je détache mon enfant et que je verse une pension? Est-ce qu'il vaut mieux que je le garde dans le pays fiscal? Ça, c'est des calculs qu'on peut faire et puis qui permettent de se dire, sans tricher, ça permet de dire quelle est la situation finalement la plus favorable pour moi pour payer un petit peu moins d'impôts. Si je reprends mon schéma, après le revenu net imposable, j'ai appliqué mon quotient familial, j'ai soumis tout ça au barème progressif de l'impôt sur le revenu, j'ai obtenu ce qu'on appelle les droits simples, on va dire l'impôt théorique à payer. Il me reste une toute dernière étape pour connaître réellement ce que j'ai à payer, c'est que je vais pouvoir encore imputer une dernière chose sur cet impôt théorique à payer, ça va être des réductions d'impôt ou des crédits d'impôt. Alors tout d'abord, c'est quoi la différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt? On verra tout à l'heure ce qu'il y a dans les réductions, les crédits. Je vous ai fait là aussi des tableaux. Une réduction d'impôt, il faut savoir que ça va venir s'imputer sur l'impôt qu'on a calculé, mais l'excédent va être perdu. Je m'explique. J'ai 5 000 euros théoriques d'impôt à payer. J'ai un certain nombre de réductions d'impôt parce que j'ai fait des dons, j'ai fait tout un tas de choses. J'ai, imaginons, 3 000 euros de réduction d'impôt. J'avais 5 000 à payer, j'ai 3 000 de réduction. Je n'ai plus que 2 000 euros d'impôt à payer. Ça, c'était ma fiscalité à l'année N. L'année suivante, ma situation a changé. Finalement, j'ai plus 5 000 euros d'impôt théorique à payer. J'ai plus que 1 000 euros. Je travaillais avant en Suisse. J'ai décidé de me mettre à mon compte en France. C'est ma première année d'activité. Je n'ai pas eu des gros revenus. J'ai beaucoup moins de fiscalité. J'ai plus que 1 000 euros d'impôt à payer. Mes réductions d'impôt, elles vont descendre ces 1 000 euros pour me les faire tomber à zéro, parce que j'avais 3 000 euros de réduction d'impôt. Donc, je ne vais plus avoir d'impôt à payer. Par contre, je ne vais pas récupérer les 2 000 d'excédent. Là, l'excédent est perdu. Si c'est du crédit d'impôt, là, le mécanisme, c'est le même. Ça me permet de baisser mon impôt à payer, crédit d'impôt. Mais par contre, s'il y a un excédent, l'administration fiscale va me le rembourser. Dans le cas présent, si j'avais 1 000 euros d'impôt à payer puis que j'ai un crédit d'impôt de 3 000, j'aurai plus d'impôt à payer puis je vais avoir un remboursement de 2 000. Je voulais juste préciser une chose parce que j'ai des clients, par exemple, qui sont imposés sur Fribourg ou sur Genève et qui me posent la question d'investir dans des programmes qui permettent de faire de la réduction d'impôts, dont le fameux Pinel. Soyons clairs, quand il n'y a pas d'impôt à payer en France, il n'y a rien à réduire. Et il n'y aura pas de remboursement de la réduction d'impôt d'un produit financier. Voilà. Si c'est du crédit d'impôt, oui, mais si c'est de la réduction d'impôt et qu'on n'est pas imposé en France, le programme ne sert pas à grand-chose. Tout à fait. Il faut toujours aussi avoir en tête, quand on rentre sur ces… On va venir justement sur du Pinel, des choses comme ça, mais avoir en tête que c'est une réduction d'impôt que vous allez échelonner sur 12 ans, par exemple. Il faut que ma fiscalité elle reste à peu près stable sur ces 12 années. Si tout d'un coup, j'ai un gros changement dans ma situation professionnelle et dans mes revenus, la réduction d'impôt que me procurait mon Pinel, elle a été intéressante pendant quelques années, elle ne le sera peut-être plus pendant un certain nombre d'autres années. Donc ça, c'est aussi des paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans ce type d'investissement. Alors voilà le tableau des réductions d'impôts. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les réductions d'impôts? Donc là aussi, on a les 4 catégories qu'on avait listées tout à l'heure pour les charges déductibles. Cette fois-ci, dans les réductions d'impôts, qu'est-ce que je vais pouvoir indiquer? Il va y avoir tout ce qui est frais de scolarisation des enfants. Alors là, ce n'est pas un montant que vous allez pouvoir décider. C'est un montant, un forfait que l'administration fiscale décide tous les ans. Sachez qu'elle considère que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt pour un enfant qui est au collège de 61 € en 2020,
Pour quelqu'un qui est au lycée, c'est une réduction d'impôt de 153 €. Et puis, pour un enfant qui poursuit des études supérieures, ça va être une réduction d'impôt de 183 €. Donc, tout ça, l'administration fiscale, tous les ans, vous donne les montants. Vous allez également pouvoir déduire tout ce qui est dons que vous pouvez faire à des organismes d'intérêt général, par exemple, à des partis politiques. Donc là aussi, ce n'est pas la totalité de votre don qui va vous procurer la réduction d'impôt, c'est toujours un pourcentage de ce don-là en fonction du type de don. En général, c'est du 66%. Je donne 100 €, je vais avoir une réduction d'impôt de 66 €. Des produits qui ne sont pas toujours très connus puis qui vous permettent de bénéficier de réductions d'impôts et qui méritent parfois, en fonction de votre fiscalité, de s'y pencher, ça va être souscription au capital de PME. Si vous apportez un petit peu d'argent au capital d'une petite et moyenne entreprise en France, vous allez pouvoir déduire cet investissement que vous réalisez. Il y a tout ce qui est investissement en Sofica, donc là on va être sur des produits financiers investis sur tout ce qui est production de cinéma en France. Pour soutenir la production cinématographique, on vous propose d'investir dans des Sofica. Là, c'est un avantage fiscal de 48% du montant. Je verse 10 000 € sur une Sofica, je vais avoir 4 800 € de réduction d'impôt. Vous pouvez également souscrire ce qu'on appelle des FCPI, où là, on va être sur des PME qui sont sur des secteurs un petit peu innovants, on va dire presque des startups. Il y a également des FIP, donc tout ça, c'est tous des produits financiers qui octroient des avantages fiscaux. Tous ces produits sont à souscrire avant le 31 décembre de l'année fiscale en cours, si vous voulez bénéficier de l'avantage fiscal. Pour ceux qui auraient des personnes handicapées dans leur foyer fiscal, pensez également qu'il existe ce qu'on appelle les contrats épargne handicap. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets de l'argent de côté sur un contrat d'épargne, type assurance vie, mais c'est des contrats un petit peu spécifiques. Il faut vraiment qu'ils aient le label handicap. Et vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur la totalité des sommes que vous avez versées durant l'année. Donc ça, c'est des produits aussi intéressants pour les personnes qui peuvent être concernées, bien entendu. Vous avez après tout ce qui est frais en établissement pour personnes dépendantes qui vous fait bénéficier de réduction d'impôt. Et puis enfin, on a tous les fameux programmes immobiliers, dispositifs immobiliers de défiscalisation qui existent. Ils sont très nombreux puisque les pouvoirs publics ont souhaité soutenir le marché de l'immobilier en mettant toujours des guidelines ou en tout cas en essayant de privilégier certaines thématiques d'investissement. Donc, c'est lesquels? C'est par exemple tout ce qui est investissement dans des résidences avec services seniors ou étudiants en LMNP. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi Censi-Bouvard. Il y a tout ce qui est réhabilitation de résidences de tourisme qui peut procurer des réductions d'impôts. Tout ce qui va être investissement dans des monuments historiques. Il y a le Pinel dont on a parlé, le Duflot, le de Normandie, le COS. Vous voyez qu'il y a tout un tas de programmes qui existent pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité, bénéficier de réductions d'impôts. Il y a des investissements en immobilier qui peuvent être intéressants à étudier. D'autant plus intéressant que vous bénéficiez toujours du levier du crédit. Autant, si vous voulez souscrire des Sofica, des FCPI, il faut avoir de l'épargne de côté pour investir sur ces produits-là. Autant, si vous voulez aller sur l'immobilier, possibilité d'aller souscrire du crédit auprès de votre banque pour aller faire cet investissement et bénéficier de l'avantage fiscal. Encore une fois, attention sur ces produits. Par contre, on est sur des produits quand même d'investissement de long terme. Vous ne pouvez pas remettre en cause comme ça. Donc, il faut toujours bien peser le pour, le contre, avoir bien en tête ses projets, sa situation personnelle avant de se lancer sur ce type de dispositif. Et puis, après les réductions d'impôt, on a les fameux crédits d'impôt. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve dans tout ce qui est crédit d'impôt? Ça va être les frais de garde des jeunes enfants hors du domicile. J'ai des enfants, je travaille, je dois les faire garder le soir, etc. Je vais pouvoir déduire ces frais de garde. Je fais appel à Caroline qui m'aide à faire ma déclaration d'impôt, qui m'aide administrativement à faire tout un tas de papiers. Via Cannes, je vais pouvoir déduire les services liés à la personne. Je vais faire des petits travaux aussi dans mon jardin, par exemple, des choses comme ça. Donc là, c'est du service à la personne. Je vais pouvoir déduire en crédit d'impôt. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a tout ce qui est cotisation syndicale qui va passer en crédit d'impôt. Tout ce qui est dépenses d'équipement en faveur des personnes qui sont dépendantes. Je ne sais pas, chez une personne âgée, il faut installer un escalier mécanique, par exemple. Ces travaux-là, on va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt dessus. Et puis enfin, et là c'est très intéressant, et ça vaut le coup de regarder en ce moment ce qui existe, dès que vous voulez engager des travaux liés à la rénovation énergétique de vos logements, il existe des dispositifs d'aide avec parfois des primes, avec souvent un crédit d'impôt intéressant. Il y a MaPrimeRénov', donc c'est un tout nouveau dispositif qui est sur le marché depuis début octobre. Je vous invite à aller regarder sur le site des impôts comment ça fonctionne et puis
qu'est-ce qui existe comme travaux que vous pouvez faire chez vous ou dans des résidences locatives, par exemple, pour diminuer la consommation d'énergie, puis à la fois bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est des sujets qui peuvent être intéressants à regarder. Et là, vous retrouvez du coup en synthèse l'ensemble des éléments qu'on a évoqués durant cette présentation, toutes les charges déductibles, toutes les réductions d'impôts, tous les crédits d'impôts qui existent. Et puis, je rappelle, et je l'ai mis en rouge en haut, vous avez également tout ce qui est déficit foncier. Ça, c'est important pour ceux qui ont à la fois déjà des revenus fonciers ou ceux qui souhaitent un petit peu optimiser leur fiscalité, d'aller sur du déficit foncier, soit en engageant des travaux dans un bien immobilier qu'on a déjà en location, soit en souscrivant, par exemple, des parts de SCPI en déficit foncier. Vous allez aller sur un bien immobilier où il y a des gros travaux à réaliser. Puis ces gros travaux, vous allez pouvoir tout de suite les déduire de vos revenus. Ça peut être des investissements intéressants pour baisser votre fiscalité. Tous ces sujets-là, il n'y a pas une solution, je vais dire, générale qui convient à tout le monde. Chacun a sa propre fiscalité, sa propre situation au sein de son foyer. Et c'est important d'avoir des études un petit peu personnalisées, puis de regarder en fonction de votre situation vers quel dispositif il vaut mieux vous tourner. Plus important étant dès le départ de bien faire sa déclaration d'impôt, puisque je vous le disais, pour les cotisations CNTFS, pour d'autres sujets, on a des gens qui ne le savent pas, mais en fait, ils ont droit à un certain nombre d'avantages fiscaux qu'ils n'utilisent pas. Donc déjà, bien connaître ces sujets et éventuellement se faire accompagner par un organisme comme Calme avec Caroline Hutin, je pense que c'est une première démarche qui est très intéressante. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin et puis réduire, vraiment travailler sur leur fiscalité, là, vous avez toutes les personnes qui travaillent dans la gestion de patrimoine. Moi, je suis à votre disposition aussi pour vous aider à optimiser votre fiscalité. Caroline, tu avais peut-être un mot à rajouter avant qu'on conclue? Oui, est-ce qu'en fin d'année, on peut faire quelque chose encore? Parce que là, à l'heure actuelle, on enregistre, on est en novembre. Il reste un mois et demi avant la fin de l'année. Et on est dans la première année où les gens se rendent compte que s'ils n'ont pas assez payé l'année précédente, ils sont obligés de régulariser l'année suivante. Donc là, j'ai plein de clients, par exemple, qui ont des soldes de régularisation à payer. Et je suis en train de calculer avec eux probablement le solde de régularisation qu'il y aura l'année suivante, car les gens commencent à comprendre le système. Est-ce que d'ici le 31 décembre, on peut faire quelque chose pour optimiser sa fiscalité et donc limiter la casse en termes de solde à régulariser? Bien sûr, bien sûr. Alors, le compteur tourne, donc il ne faut plus trop tarder cette fois-ci. Mais bien entendu, un des outils les plus souples, ça reste aujourd'hui l'épargne retraite. Se dire, tiens, j'ai un petit peu d'argent qui traîne sur des livrets, etc. Ça ne rapporte pas grand-chose. Je vais peut-être ouvrir un contrat retraite, je vais faire un versement de 1000, 2000, 3000, 5000 euros, ce que je peux. Et ça va me procurer tout de suite un avantage fiscal qui est fonction de ma tranche marginale d'imposition. Si je suis dans la tranche à 30, que j'ai versé 10 000 euros cette année sur le contrat retraite, c'est 3 000 euros d'impôt en moins. Donc ça, c'est des choses à ouvrir dès maintenant. J'ai envie de dire, allez, dernier délai, début décembre, mi-décembre maximum, puisqu'après, on a quand même des petits délais de traitement. Donc, ça va être un peu juste pour enregistrer ça avant la fin de l'année. Après, il y a tout ce qui va être investissement sur les produits financiers dont j'ai parlé, des SOFICA, des FCPI, des FIP. C'est des outils intéressants. N'oubliez pas les dons que vous pourriez faire pour aider des associations aussi autour de vous, des associations qui ont peut-être souffert cette année compte tenu du contexte, etc. Si vous voulez faire un don pour accompagner ces associations, ça peut être peut-être intéressant et vous allez pouvoir le déduire. Donc oui, il y a encore des petits outils pour optimiser fiscalement, mais bien entendu, toutes ces opérations, elles doivent être enregistrées avant le 31 décembre, puis par contre un petit peu de délai de traitement. Donc j'irai, là on est dans les 15 prochains jours, le prochain mois, il faut absolument que vous ayez pris des décisions, sinon il sera sans doute trop tard. J'ai une autre question aussi que je serais ravie d'aborder avec toi de façon un peu plus précise sur un autre entretien, c'est la fiscalité des frontaliers retraités. J'ai plusieurs frontaliers ces derniers temps qui sont arrivés au bord de la frontière et qui m'ont demandé est-ce que l'optimisation fiscale pour les frontaliers retraités, ça existe aussi? Sur les outils qu'on vient de voir, il me semble qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles ils peuvent faire levier également. Oui, c'est un sujet un petit peu plus complexe, mais là aussi, oui, il y a des choses intéressantes à regarder, à travailler. On pourrait tout à fait envisager
de refaire une présentation sur ce thème-là pour essayer de conseiller au mieux les gens que toi tu rencontres, mes clients, mes prospects aussi sur le terrain, bien entendu. Fabrice, je te remercie. C'est touffu. On voit bien qu'on a soulevé un coin de couverture et qu'après ça, il faut aller plus loin si on veut des choses, des explications plus précises. Moi, j'invite les clients que je connais à te contacter pour avoir beaucoup plus de détails. Je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent qu'il faut connaître ses droits pour réussir à optimiser ses impôts. C'est la première des choses. Il faut connaître le fonctionnement du calcul de l'impôt pour arriver à optimiser. Déjà commencer par payer juste et après ça, réfléchir pour payer moins. L'important dans un premier temps, c'est de bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes et pour arriver justement à agir dessus et à optimiser votre fiscalité. La fiscalité, c'est un outil financier et surtout pour les frontaliers qui ont quand même des revenus qui sont généralement dans la tranche à 30%. Et donc, il va falloir et il faut, lorsqu'on devient frontalier, lorsqu'on est frontalier, se pencher sérieusement sur la question. Tout à fait. Et puis, j'invite tous ceux qui ont écouté cette petite vidéo à nous suivre tous les deux sur les réseaux sociaux. Toi, tu as ta page Calme où tu publies pas mal d'informations. Tu interviens aussi sur les forums des frontaliers. Et puis moi, j'ai une page Facebook, LinkedIn professionnelle où je publie pas mal d'informations sur des sujets fiscaux, sur aussi d'autres sujets. N'hésitez pas à nous suivre et puis à prendre contact avec nous si vous souhaitez creuser un petit peu plus loin vos situations personnelles. Merci pour tout, Fabrice. Je te dis à très bientôt. Et puis à très vite, ouais, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.